La surveillante qui a été poignardée par un collégien en Haute-Marne a succombé à ses blessures. C'est ce que font savoir ses proches. Sachez qu'en ce moment même, la ministre de l'Éducation se rend sur place. Ça va devenir un sujet majeur. Ça va tout emporter. Nouveau drame. Absolument. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà parce qu'il y a eu plusieurs drames comme ça. C'est un vrai fléau. Je vous redonne ce chiffre. Depuis 2019, 23% des personnes arrêtées pour port d'armes sont des mineurs. 23%, c'est-à-dire 3000 jeunes par an. Et donc vous avez évidemment toute une réflexion en cours, notamment cette mission menée par Naïma Mouchou, qui est une députée Horizon, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui s'interroge sur le meilleur moyen de lutter contre ce fléau. Alors ça passe notamment par le changement de classification des armes en vente, des armes blanches, notamment ces couteaux qu'on appelle les couteaux zombies, qui font des lames de 40 cm de long, qu'il faut absolument changer en termes d'interdiction parce qu'ils sont en accès trop libre. La vidéoprotection, les fouilles systématiques, et on voit bien que les fouilles ne suffisent pas évidemment à tout arrêter, puisqu'on ne peut pas avoir un policier derrière chaque élève. C'est donc une prévention urgente qui doit être mise en place, et on voit bien qu'aujourd'hui, ce genre de drames sont insupportables, évidemment intolérables, et que la surveillante décédée là, ça va être un traumatisme, un choc évidemment pour toute la communauté éducative et pour toute la société qui doit s'interroger pourquoi nos enfants viennent à l'école avec des couteaux. Voilà. Alors, on reste bien sûr sur cette information. La surveillante est décédée en Haute-Marne. Alexandra Guillet, merci beaucoup d'être venue nous rejoindre. Est-ce qu'on peut revenir sur les faits ? Oui, alors il était 8h15 ce matin aux abords de cet établissement, le collège Dolto à Nogent en Haute-Marne. Des gendarmes en fait étaient en train de procéder à la fouille des sacs des élèves avant leur entrée dans l'établissement, et c'est un des élèves qui était présent dans cette file d'attente pour présenter son sac, et bien qui soudainement a sorti un couteau et blessé grièvement une assistante d'éducation. Cette jeune femme âgée de 31 ans, vous l'avez annoncé, on a appris un petit peu plus tard de plusieurs sources concordantes, eh bien qu'elle avait succombé à ses blessures. Les 324 élèves de l'établissement avaient immédiatement été confinés dans leur établissement. Le collégien, lui, dont on ignore encore pour l'heure les motivations, il a été interpellé, il est actuellement en garde à vue. Merci beaucoup Alexandra Guillet. Cet élève, l'élève qui est à l'origine de ce décès a été arrêté après avoir donc blessé grièvement cette assistante d'éducation. Les chiffres, Nivine Potros, vous nous en parliez, vous les rappeliez il y a quelques minutes, ils sont très importants et tout le monde va les avoir en tête à partir de maintenant. Oui, malheureusement, ces chiffres, ils sont en nette augmentation ces dernières années. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui tirait ce triste bilan en mai dernier, puisque selon les derniers chiffres disponibles, le nombre d'incidents graves signalés dans les établissements scolaires français a largement augmenté. Il a atteint 16 incidents graves pour 1000 élèves sur l'année scolaire 2003-2024. C'est même 19 pour 1000 dans les collèges et 23 pour 1000 dans les lycées professionnels plus spécifiquement. Selon toujours les chiffres, je le rappelle, de l'Éducation nationale, un incident sur 20 est motivé par le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie ou l'homophobie, avec une majorité d'atteintes aux personnes sous forme verbale ou physique. Toujours selon les dernières données disponibles du ministère de l'Éducation nationale, les élèves sont les principaux auteurs de ces faits graves, 65% dans le premier degré, 91% dans le secondaire. Les victimes sont majoritairement les personnels dans le premier degré au collège, comme c'est le cas actuellement, on le voit en Haute-Marne, et ce sont plutôt les élèves qui sont visés dans le secondaire, dans les lycées, par exemple. Merci Nivine. Alexandra Guillet, on a un peu plus d'informations sur les blessures qui ont causé la mort de cette surveillante. Alors en fait, elle a été atteinte de coups de couteau et elle est décédée de ses blessures. Et on note également que un des gendarmes qui est intervenu pour mettre fin à cette attaque a lui aussi été légèrement blessé lors de cet incident. Claire Fournier.
Oui, évidemment, on est abasourdi par ce drame et surtout les difficultés de la prévention. Parce qu'évidemment, il ne peut pas y avoir un policier à chaque entrée et sortie de collège. On se souvient que Laurent Wauquiez avait proposé d'installer assez massivement dans sa région des portiques de sécurité. Bon, finalement, ça s'est traduit en l'installation de tourniquets dans certains établissements parce que les collectivités locales disent on n'a pas forcément le budget pour faire ça. Donc, on se sent un peu désarmé. Alors, on a évoqué ces derniers jours la diffusion d'une série au collège qui s'appelle Adolescence, qui est sur le harcèlement, mais qui est aussi le sujet d'un jeune garçon qui poignarde à mort l'une de ses camarades. Qu'est-ce qu'il fait avec ce couteau dans ce sac? Ça fait partie aussi des questions que pose la série. Donc, plus de prévention, il me semble qu'on ne va pas y échapper. Yael Gauze. Ce qui vient de se passer en Haute-Marne va évidemment relancer un sujet dont s'était déjà emparé le Premier ministre, François Bayrou, qui avait lancé il y a 1 mois et demi la mission mineurs armes blanches, ce dont je vous parlais, pilotée par Naïma Mouchou, députée Horizon. Ça faisait suite évidemment au drame de Crépol, il y a eu aussi l'arme blanche, Hassan à Nogent-sur-Oise et une lycéenne à Nantes de 15 ans, c'était au début avril de mémoire, et donc François Bayrou à ce moment-là a dit stop, il faut absolument qu'on agisse, mais on en est au stade donc des rapports parlementaires, on est au stade des missions, il va falloir agir évidemment vite. La ville de Paris, elle, a mis en place aussi un travail de médiation pour prévenir la banalisation de l'usage de ces armes blanches, et j'en reviens à la mesure principale qui devrait logiquement rapidement devenir une proposition de loi, c'est l'interdiction de la vente de ces armes qu'on appelle les couteaux zombies à double lame, 20 cm de long, et qui sont dans l'imaginaire des ados aujourd'hui, ces couteaux que l'on voit dans les jeux vidéo post-apocalyptiques ou les séries post-apocalyptiques, et qui sont devenus très banals sur Internet, 30 € en moyenne le prix, quoi. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle ces informations. Un élève a blessé grièvement une assistante d'éducation en Haute-Marne avec un couteau lors d'un contrôle de gendarme devant un collège. La surveillante, la victime âgée de 31 ans seulement, a succombé à ses blessures dans la matinée. Le collégien a été arrêté, placé en garde à vue à la gendarmerie de Nogent. 324 élèves qui étaient dans l'établissement sont restés confinés. Elisabeth Martichoux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On le disait, en route en ce moment, Elisabeth Borne, direction la Haute-Marne. On l'attend d'ici 1 heure environ sur place. L'émotion, bien évidemment, de toute la communauté éducative, bien sûr, mais bien au-delà. On sait à quel point ces faits-là résonnent dans toute la société désormais. Oui, et c'est un fléau, les couteaux. Il y a une culture du couteau dans la jeunesse qu'avait dénoncé en effet assez solennellement, mais sans qu'il y ait des décisions radicales, François Bayrou, en dénonçant cette culture du couteau. À quelle occasion? À l'occasion de la mort d'Elias. Elias, qui avait été tué, assassiné par 2 jeunes de son quartier alors qu'il revenait d'un entraînement de foot. En fait, le couteau, c'est facile et c'est pas cher. Et donc, on glisse dans son sac. J'avais lu un papier récemment sur une enquête assez fouillée sur la présence du couteau dans certains quartiers. Ce sont les aînés qui expliquent aux jeunes comment, comme un rite initiatique, mettre un couteau dans le sac pour ensuite éventuellement s'en servir comme arme dissuasive et parfois comme arme létale, arme mortale. Juste un mot, Elisabeth Borne était ici sur ce plateau dimanche soir avec Margot Haddad, et on l'a interrogée sur ce qu'on peut faire face à la violence. On parlait de PSG, mais on parlait de la violence des mineurs en général. Et elle nous avait dit, mais on a fait des contrôles aléatoires de sacs à l'entrée des collèges, et c'est ce qui s'est passé. C'était un contrôle aléatoire. Et à l'occasion de ces contrôles aléatoires, depuis quelques mois, on a relevé 100 couteaux. Donc 100 couteaux, à chaque fois, c'est un de trop. On continue d'en parler, notamment avec notre invité Maxime Repère. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes vice-président du syndicat national des écoles et des collèges. Faisons simple. Vos premiers mots, vos premières pensées. C'est terrible. C'est terrible parce que on ne s'attendait pas à ce que lors d'un contrôle aléatoire de gendarmes, eh bien, une de nos collègues puisse être agressée et tuée par un jeune, un collégien. C'est absolument insoutenable. C'est vraiment insoutenable. Ce n'est pas la première fois que le sang coule dans un établissement scolaire, mais c'est un drame de plus. Et vraiment,
Tout ce que nous demandons, c'est que l'on puisse faire quelque chose. On ne peut pas accepter ce type de tragédie. La ministre de l'Éducation, on l'a dit, sera en ce moment même sur place. On l'attend aux environs de 12h30. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous de sa présence ? Qu'attendez-vous de ses mots ? Et au-delà de ça, de ses actes ? J'ai envie de vous dire que je n'attends rien de sa part. Je n'attends rien de sa part parce que ça fait des semaines, ça fait des mois que le SNAL, que notre syndicat interpelle la ministre justement sur cette question de la violence. Et les seules réponses que nous avons, que nous entendons, eh bien, c'est de dire voilà, on va faire des fouilles aléatoires qui ne marchent pas. Nous le voyons aujourd'hui, de mettre en place des portiques, des vidéosurveillances, de bunkeriser les établissements, mais c'est pas ce que nous demandons au niveau du SNALC. Nous demandons des choses qui vont dans le bon sens. Nous demandons à ce que l'on puisse s'intéresser en fait à deux choses, principalement la santé mentale des jeunes et le comportement notamment d'agir au niveau de l'éducation de ces jeunes. Parce que ce n'est pas l'école qui constitue la première cellule d'apprentissage de l'enfant, c'est la famille. Et on s'interroge. On s'interroge sur cette violence qui touche les jeunes, on s'interroge sur le rôle des parents, on s'interroge sur la question des réseaux sociaux. Voilà, donc toutes ces interrogations, il faut s'y pencher sérieusement. C'est pas en faisant des fouilles aléatoires qu'on va résoudre le problème de la violence à l'école. On reste ensemble, Maxime Repériel. Vous avez une question pour vous. Oui, la classe politique commence déjà à réagir. Je vois Laurent Wauquiez sur le réseau X qui dit terrible drame, une fois de plus. Voilà où mène le laxisme et l'absence de fermeté. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Maxime Repère, vous le disiez, travailler sur la santé mentale, mais impossible de mettre un policier ou un gendarme devant chaque collégien ou chaque lycéen. Donc c'est quoi ? C'est sur la prévention, la manière d'aborder cet univers, des films, des jeux vidéo. Comment fait-on pour retirer ces couteaux devenus quotidiens dans les sacs ? Effectivement, il faut arrêter avec cette excuse de minorité qui fait que les jeunes, pour beaucoup, agissent avec un sentiment cruel d'impunité. Donc, il faut responsabiliser les jeunes, il faut responsabiliser les parents et il faut qu'il y ait quand même un retour de l'autorité. Autorité des parents, autorité des enseignants, il faut que les jeunes se disent que ce n'est pas un terrain de jeu, qu'un établissement scolaire, ce n'est pas un terrain de jeu où on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Il faut que la justice soit implacable. On ne peut pas mettre un policier devant chaque établissement. C'est impossible. C'est impossible. Donc à un moment donné, il faut quoi ? Eh bien, il faut que les jeunes, ils soient dans un cadre. Et il faut qu'il y ait de la prévention, il faut aussi qu'il y ait de la répression lorsque la situation l'exige. Et puis, encore une fois, il faut s'intéresser à la santé mentale des jeunes. On n'a pas de psychologue scolaire, on n'a pas assez de médecins. Enfin, je veux dire, il y a tout à construire au niveau de l'éducation nationale. Et ce ne sont pas les portiques ou les fouilles aléatoires qui vont résoudre ce problème. Mais entendons-nous bien, cette violence des jeunes, elle dépasse le cadre scolaire, elle dépasse le cadre de l'éducation nationale. Alors, on reste ensemble encore une fois. Là, c'est Elisabeth Martichoux qui veut vous interpeller. Oui, elle le dépasse tellement que, par exemple, je crois que c'est vous, Yael, qui l'évoquiez tout à l'heure, en Grande-Bretagne, ils ont pris ce sujet à bras-le-corps complètement et ils veulent tenter d'endiguer les ventes, enfin d'empêcher les ventes. Alors, elles se font souvent sur Internet. Les armureries en France n'ont pas le droit de vendre une arme blanche à un mineur. Mais il y a Amazon, il y a Internet, donc tout ça est détourné. Donc les Anglais, les Britanniques essayent d'agir à ce niveau-là des ventes sur les sites. Mais pourquoi dites-vous que les portiques, quand même, monsieur, ne peuvent pas au minimum limiter les dégâts, parce qu'il y a un problème de santé mentale, il y a un problème d'éducation, ce sont des investissements à long terme, l'éducation, la restauration de l'autorité, mais c'est pas seulement des enfants qui ont des problèmes psychologiques, ce sont des enfants qui sont pas déscolarisés, mais effectivement qui n'ont pas de cadre ou qui n'ont comme cadre que l'injonction de la violence dans leur milieu familial et amical. Donc les portiques, des portiques, c'est pas gai de voir des écoles avec des portiques, mais quand même,
ça permet de limiter au maximum l'introduction d'armes blanches dans l'enceinte. Alors Maxime Repère, votre réponse? Il y a deux éléments qui justement font que nous sommes réticents au parti. Tout d'abord, pardonnez-moi de vous interrompre, Maxime Repère, on reste ensemble dans un instant, mais du côté politique, on réagit. Prisca Thévenot. Nous avons un sujet avec une partie de notre jeunesse qui est extrêmement violente, qui ne veut pas se plier à l'autorité et qui arrive visiblement à l'école avec des armes. Et là, visiblement, c'est une arme blanche. Donc je pense que plutôt que de faire un commentaire qui n'est pas à la hauteur de l'événement, et comme je l'apprends de votre propre micro, la ministre, je pense, sera interrogée sur cela. Elle est peut-être déjà en route pour aller sur place. Je lui laisse bien évidemment la primeur de cette prise de parole. D'une jeunesse violente qui arrive effectivement armée pour une certaine partie dans les établissements scolaires ou même qui est armée au quotidien. Oui, c'est un phénomène que nous ne découvrons pas. Il faut qu'on prenne la mesure de la chose, il faut qu'on agisse concrètement. Nous devons le faire et c'est ce que nous faisons avec un certain nombre d'outils législatifs que nous avions mis en place, notamment sur la délinquance des mineurs avec Gabriel Attal au sein de cet hémicycle. Et nous devons faire en sorte aujourd'hui que ces outils soient pris pleinement par le pouvoir judiciaire. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, souvent derrière une excuse de minorité, certaines se croient tout permis et considèrent que ils ne peuvent rien craindre. Donc oui, nous devons pleinement nous saisir de ces outils, les améliorer s'il y a besoin de faire. Et par pitié, arrêter d'être sur des commentaires toutes les 2 semaines sur des atrocités et des drames comme celui-là encore aujourd'hui. Parce que personne ne veut que les établissements scolaires deviennent des bunkers et en même temps, on voit de plus en plus de violence chez les mineurs. Comment, en tant que législateur, on trouve l'équilibre entre protéger ces établissements scolaires sans avoir forcément des portiques à l'entrée, etc. Il y a plusieurs démarches à faire. Déjà, rappelons que l'école ne peut pas tout et ne doit pas tout. Quand vous avez des jeunes qui arrivent dans un établissement scolaire muni d'armes blanches, on ne va pas considérer que c'est simplement aux portes de l'école qu'il faut le régler. Oui, il faut que nous protégions l'école pour ce qu'elle représente et avant tout, celles et ceux qui y sont, à savoir nos enseignants et le personnel éducatif. Maintenant, le sujet de la délinquance des mineurs qui est de plus en plus jeune et de plus en plus violente, elle se pose à tout moment de la société. Avec l'autorité parentale, avec la capacité, quand effectivement il y a des crimes commis, des actes commis, qu'ils soient jugés et immédiatement condamnés, pas dans 6 mois, 3 mois, 4 mois, immédiatement condamnés. Moi, et je pense que c'est la maman d'Elias qui le rappelait ce matin chez vos confrères, quand un enfant, vous le punissez, vous êtes parent, vous attendez pas 6 mois pour le punir. Eh bien, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a l'entièreté des dispositifs législatifs qui ont été mis en place. Maintenant, le tout est aussi d'avoir une bonne coordination. Et c'est ça que nous devons aussi avoir. Mais pas simplement au regard de l'école. L'école est là pour protéger, mais nous devons avoir cette autorité qui doit se maintenant mettre en place partout dans la société à l'endroit de nos jeunes. Oui, mais beaucoup s'opposent à ce qu'il y ait des portiques. Alors nous sommes toujours avec Maxime Repère, vous êtes vice-président du syndicat national des écoles et des collèges. Prisca Thévenot, elle dit il y a un problème, un phénomène de violence dans la jeunesse. Elle rappelle que son gouvernement, Gabriel Attal, ont mis en place des mesures pour la petite délinquance. Mais tout à l'heure, quand je vous ai dit que Elisabeth Borne arrivait sur place, vous avez balayé ça un peu d'un revers de main en disant « moi, j'attends rien ». Pour vous, le politique, la réponse politique, elle était insuffisante, impuissante, irresponsable, peut-être même, malgré ce que vient de rappeler Prisca Thévenot ? Écoutez, oui. Enfin, je veux dire, il faut être cohérent, il faut être réaliste. À chaque fois qu'il y a un drame, je vous rappelle quand même, il n'y a pas si longtemps, qu'une élève à Nantes a été tuée par un de ses camarades. Donc, on a les beaux discours, on a la volonté de dire on va arrêter ça. On met en place, moi, ce que j'appelle plutôt des mesurettes, parce que voilà, c'est superficiel et ça ne va pas suffire à endiguer le problème. Et là, regardez, on est ici aujourd'hui, un nouveau drame, un nouveau mort, et puis la ministre va dire quoi ? Va dire c'est terrible, on va renforcer les fouilles, etc., etc. On a vu que, en fait, ce qui est annoncé ne suffit pas et ne règle pas le problème en profondeur. Ça a été dit il y a quelques minutes. On ne peut pas se satisfaire de ce type d'annonce. À un moment donné, quand on parle des jeunes, quand on parle de leur comportement violent, on ne peut pas juste faire un constat. Il faut des solutions.
il y a cette santé mentale chez les jeunes qui est totalement occultée parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Et vous avez la question de l'éducation. Parce que derrière, quand on parle de jeunes qui ont des couteaux, de jeunes qui passent 10 heures par jour sur des écrans, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe ? Qui permet à des jeunes de passer des commandes en ligne ? Avec quelle carte bleue ? Qui paye le téléphone portable à des jeunes de 10 ans qui sont sur des réseaux sociaux ? Qui ? Maxime Repère, on reste ensemble. Il faut se poser les bonnes questions. Valérie Nataf nous a rejoint sur ce plateau, spécialiste politique pour TF1 LCI. Valérie Nataf, on entend même Prisca Thévenot dire qu'on n'a pas pris la mesure du phénomène. Monsieur Repère, depuis tout à l'heure, nous dit en gros, nous dit comme Prisca Thévenot, l'école ne peut pas tout. Oui. Il faut la santé mentale des enfants, il faut un meilleur encadrement. Vous êtes d'accord ? Absolument. Naïma Mouchou, qui a piloté ce rapport sur les armes blanches et les mineurs, dit que elle dit comme tant d'autres experts, que la santé mentale des enfants, des adolescents, est en friche totale. Combien d'infirmières scolaires dans les établissements ? Combien de secteurs psychiatriques fermés ou saturés ? Donc, il ne s'agit pas de trouver, parce que j'entends déjà d'autres discours, des excuses à qui que ce soit, mais il y a un problème de santé mentale et par ailleurs, on s'aperçoit que même les mesures que monsieur qualifie de mesurettes qui ont été mises en place, par exemple la fouille des sacs aléatoires, le drame a eu lieu pendant une fouille des sacs. Les portiques que certains souhaitent voir installés à l'entrée des établissements, quand il y a plus d'un millier d'élèves dans un établissement, vous ne pouvez pas créer une forme d'émeute à l'entrée des établissements parce qu'il faut patienter. Donc tout cela nécessite... J'allais dire, c'est quasiment un plan Marshall, mais l'école, en effet, ne peut pas tout. Et il y aura, bien sûr, une polémique sur la justice des mineurs qui va éventuellement embrayer. Et vous avez utilisé le mot excuse. Excuse de minorité, ça va résonner très fort, ça, Yael Gauze. Exactement ce sur quoi je voulais arriver. L'excuse de minorité, on rappelle quand même ce que c'est. C'est depuis l'ordonnance du 2 février 1945, après-guerre, le CNR, le Conseil national de la résistance, c'est dans le code pénal aussi, désormais article 122.8, un mineur ne peut pas être jugé aussi durement qu'un majeur. C'est un principe fondateur qui date de 1945 dans une ordonnance. Et le 20 mai dernier, la proposition de loi Attal qui a été donc votée, à laquelle faisait allusion Prisca Thévenot, la députée Renaissance, l'évolution, c'est que dès l'âge de 16 ans, à partir de l'âge de 16 ans, s'il y a une récidive et une peine d'au moins de 5 ans de prison, alors il n'y a plus d'excuse de minorité. Est-ce que c'est vraiment sur ce terrain-là qu'il faut aller, Maxime Repère ? Est-ce que ça fait partie d'un ensemble, d'un arsenal pour dissuader ce type de comportement absolument meurtrier ? Ou est-ce qu'il faut se contenter de ça ou pas ? Voilà. Maxime Repère, gardez votre réponse un tout petit instant, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Maxime Repère. Pardonnez-moi. Oui. Juste pardonnez-moi. Pour ceux qui nous rejoignent, je dois redonner les quelques informations importantes. Il est quasiment 11h30. Si vous nous rejoignez, la surveillante agressée au couteau par un élève en Haute-Marne a succombé à ses blessures. On l'a appris il y a quelques minutes. Un élève l'a blessé grièvement, cette assistante d'éducation, avec un couteau lors d'un contrôle de gendarmes devant un collège de Haute-Marne. Je m'arrête là. C'est vous, Alexandra Guillet, spécialiste police-justice pour TF1, qui allez nous en dire plus sur les faits. Oui, alors des faits qui se sont déroulés ce matin aux alentours de 8h15 devant le collège d'Olto à Nogent en Haute-Marne, vous l'avez dit. Des gendarmes étaient en train de procéder à un contrôle des sacs aux abords de cet établissement quand un des adolescents présents dans la file d'attente pour présenter son sac a sorti un couteau et s'en est pris à une assistante d'éducation. Cette surveillante âgée de 31 ans a, selon nos informations, été atteinte à la base du cou et dans le dos. Elle a été prise en charge très rapidement par les secours dans un état d'urgence absolue, mais elle a succombé à ses blessures. Les 324 élèves de l'établissement ont été confinés dans la foulée en raison de ces incidents. Quant aux collégiens, dont on ignore pour l'instant les motivations, les raisons pour lesquelles il a soudainement agi comme cela, il a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Et on signale que lors de cette interpellation, un des gendarmes présents a été légèrement blessé. Merci beaucoup, Alexandra Guillet. Donc, autre information importante. Elisabeth Borne est en route actuellement pour se rendre devant cet établissement, auprès certainement des personnes les plus touchées. Je précise qu'il y a eu plus de 300 élèves qui étaient dans l'établissement, qui sont restés confinés. Pour eux, ça va être terrible. L'impact psychologique, à chaque fois, il est terrible. Impact, on le redit, Elisabeth Martichoux, politique, impact dans la société.
Ça fait des mois et des mois que ces faits-là reviennent comme des boomerangs. On a connu encore une semaine extrêmement régalienne, avec des appels à accélérer sur la justice, sur le maintien de l'ordre. À n'en pas douter, ça va prendre beaucoup de place et d'ampleur. Mais vous avez parfaitement raison. Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on est tenté de dire halte ou gare aux solutions démagogiques. Mais les Français, eux, qu'est-ce qu'ils entendent ? Semaine après semaine, ou disons plutôt mois après mois, pour pas en rajouter statistiquement, mais près d'une centaine d'attaques au couteau dès l'année 2023. À l'école primaire, il y en avait plus d'une dizaine. Il faut quand même se rendre compte de la pénétration de cette culture-là au sein de l'école. Et donc, si on continue de dire qu'il faut réfléchir... Pardonnez-moi, je vous interromps. Julien Audoul s'exprime au Rassemblement national. Mon soutien, ma solidarité à la famille de la victime, à ses collègues aussi qui doivent être évidemment choqués, et de dire que la situation aujourd'hui est totalement hors de contrôle. Nos écoles qui autrefois étaient des sanctuaires, nos écoles qui étaient préservées des tourments de la société, aujourd'hui sont confrontées à un ensauvagement également qui frappe déjà les élèves entre eux et malheureusement les professeurs, les surveillants, les personnels. On sent bien qu'il y a aujourd'hui dans notre société un mal qui est profond et une incapacité des différents gouvernants à y répondre, et c'est ça qui est problématique. Donc effectivement, il y a fort à faire pour que nos écoles retrouvent la sérénité, la tranquillité et la sécurité, qui, je le rappelle, est la première des libertés en France. Mais que faire là ? Il y avait un contrôle de sac et des gendarmes à l'entrée de l'établissement. Quelles mesures supplémentaires ? Mais ce sont des mesures globales. Ce sont des mesures sur la responsabilisation déjà des familles, parce que, je le redis, l'éducation, ça commence au sein de la famille, ce sont les parents. On ne peut pas tout attendre de l'école. Les professeurs, les enseignants sont là pour instruire, ils ne sont pas là pour éduquer. Il faut évidemment faire des exemples. À un moment donné, quand vous avez des jeunes qui deviennent des barbares, quand vous avez des jeunes qui deviennent des criminels, il faut évidemment sévir. Et encore une fois, depuis des années, il y a cette culture de l'excuse, il y a cette impunité qui permet le pire, voilà, et qui donne des armes pour le pire. Donc c'est encore une fois une politique globale à mener, à la fois sur le volet répressif, à la fois sur le volet social, sur le volet sécuritaire, pour que cette situation arrête de dériver. Parce que là, aujourd'hui, nos écoles sont confrontées à cet ensauvagement qui, autrefois, était impossible. Personne n'aurait imaginé, il y a quelques années, que des élèves se fassent poignarder, que des surveillants se fassent attaquer, que des professeurs se fassent décapiter. Encore une fois, c'est malheureusement l'impuissance publique qui a généré tout ça. Naïma Mouchou a remis un rapport avec plusieurs préconisations il y a 2 semaines sur ce sujet. Le gouvernement, pour l'instant, n'a pas tiré de conclusion. Qu'est-ce que vous en attendez ? Mais le gouvernement est malheureusement dans le commentaire. C'est le commentaire permanent, c'est les déplacements permanents. Il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action. Et cette action doit être à la hauteur du mal qui est profond. Cette action doit être radicale. Je pense qu'il faut que les ministres concernés arrêtent de parler et se mettent à agir, parce que la situation est grave. Ce sont nos enfants, ce sont des fonctionnaires de la République, ce sont des personnels de l'éducation nationale qui aujourd'hui sont menacés, sont agressés ou tués. Donc est-ce qu'on peut continuer comme ça dans cette situation ? Non. Il faut qu'on soit à la hauteur de la gravité des faits et de la violence qui, encore une fois, est devenue malheureusement récurrente. Il y a une loi qui a été adoptée récemment sur la justice des mineurs. Est-ce que ça va assez loin selon vous ? Non, ça ne va pas assez loin. On a des lois qui sont principalement cosmétiques. On a des lois qui sont des lois d'apparat. Je le dis, il faut une politique globale de reprise en main. Que ce soit évidemment dans nos écoles, mais au niveau de la société tout entière, pour lutter contre l'ensauvagement, pour lutter contre la grande délinquance, pour lutter contre le narcotrafic. Il faut arrêter le slogan, mais il faut passer à l'action. Alors oui, ça va demander effectivement à certains peut-être de sortir de leur confort intellectuel, peut-être à d'autres de sortir de leur lâcheté coutumière, mais il faut aujourd'hui passer à l'action, parce que très clairement, ce sont des enfants, ce sont des parents, ce sont des fonctionnaires qui aujourd'hui se font agresser et tuer, et c'est totalement intolérable. Vous évoquez les parents. La
responsabilité des parents est aussi à mettre sur la table. Ah, pas aussi. D'abord, encore une fois, quand vous avez des élèves très jeunes qui viennent avec des couteaux pour planter, pour agresser ou pour tuer, c'est-à-dire que le travail n'a pas été fait au sein de la famille. C'est-à-dire qu'il y a eu déficience, il y a eu échec. Et ça doit être évidemment vu de près. Et quand des parents laissent leurs enfants devenir des barbares, se déresponsabilisent totalement, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être tapés au portefeuille, et ça passe par la suspension des allocations familiales, des prestations sociales, voire de l'expulsion des logements sociaux, parce que ce n'est pas aux contribuables de payer à chaque fois et pour tout. Et nous avons souhaité effectivement déposer des propositions de loi qui malheureusement ont été rejetées bien souvent par la Macronie pour responsabiliser les parents, notamment par la suspension des allocations familiales. Merci beaucoup. Les mots sont forts, déjà politiques. Le temps de l'émotion est très court désormais. Nous sommes avec Christophe Miette. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes commandant de police et secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris ce nouveau drame il y a quelques minutes ? Avant tout de la stupeur, on ne peut être que choqué par ce nouveau drame qui s'enchaîne aux abords de lycées et dans les établissements. Et quelque temps, c'était d'autres établissements, une violence, une ultra-violence qui est de plus en plus présente dans les établissements. Et le quid de quoi faire pour endiguer ce phénomène qui est de plus en plus récurrent dans les établissements de ce type, les établissements scolaires. Alors maintenant, le que faut-il faire ? On entend des mots très forts. J'entendais là Julien Andoul, vous l'entendiez avec nous, qui parlait d'action radicale. Je vois Jordan Bardella à l'instant qui tweet, qui dit ceci. La surveillante d'un collège de Haute-Marne, poignardée par un élève, a succombé à ses blessures. J'adresse mes condoléances à ses proches. Chaque jour, la France a subi une sauvagerie sans précédent qui n'épargne aucun lieu, aucun territoire. L'heure n'est plus au constat. Donc, comment on passe les constats selon vous ? Action radicale, mots forts, etc. Justice des mineurs, accélération. Et vous dites quoi ? Que faut-il faire ? C'est dire avant tout, c'est ne pas faire de reprise politique, c'est se mettre autour d'une table de façon apaisée pour essayer d'endiguer ce mal qui ronge notre société. Pas que dans les établissements scolaires, mais principalement, c'est ce qui se voit avec des mineurs. La question qui va se poser, c'est savoir ce que comptait faire cet élève avec une arme blanche à l'intérieur de l'établissement. Quelle était son intention, pourquoi il voulait pénétrer. Maintenant, de façon plus globale, la société a des mots, la société doit être apaisée et je pense qu'il faut, et nous pensons qu'il faut réagir rapidement, de façon apolitique autour de ce sujet qui est très important, à savoir l'ultra-violence et notamment l'ultra-violence chez les jeunes. Alors à savoir, est-ce qu'on doit repasser par une refonte de la justice des mineurs ? C'est une possibilité. L'instruction, l'éducation, ça en est une autre aussi et il ne faut rien s'interdire. Il faut une justice également plus rapide vis-à-vis ces mineurs et une réponse quasi immédiate dès la première infraction. On reste ensemble, Christophe Miette. Valérie Natafé, une question pour vous. Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez de campagnes de prévention avec les parents, parce que je trouve qu'ils sont singulièrement absents de tous les dispositifs que tout un chacun peut proposer. Est-ce que vous pensez que les parents devraient être accompagnés pour empêcher ce type d'acte ? C'est une affaire de tous, la sécurité. L'instruction revient à l'éducation nationale et l'éducation revient aux parents. Depuis quelques années, cette éducation fait défaut chez certains et certaines, chez certains parents. Maintenant, oui, il faut de la prévention. Il faut aussi que les pouvoirs publics s'investissent davantage sur de la prévention. Il faut que les people qui autrefois faisaient de la prévention sur divers sujets, on ne les entend plus du tout. À l'heure actuelle, la violence est banalisée et même glorifiée au titre de clips ou autre. Il faut que tout le monde s'investisse pour essayer de faire baisser cette violence devenue extrême. On reste ensemble, si vous le voulez bien. Les couteaux. La question des couteaux, elle est centrale et on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on ne s'en sort pas. Pourtant, il y a des plans, Nivine, qui ont été mis en place encore récemment. Oui, à Paris, notamment, la municipalité, le rectorat, la préfecture de police se sont mis autour de la table pour élaborer un plan. Il faut dire que les chiffres à Paris sont effectivement en hausse, ils sont très impressionnants. 54 rixes pour l'année 2024, 28 blessés. Les chiffres, ils ont plus que doublé. 54 en 2024, c'était 20 en 2023, 25 en 2022.
aucun quartier n'est exclu, explique la préfecture de police, avec souvent des mobiles qui sont dérisoires. Et un autre constat, l'âge des personnes, des utilisateurs de ces armes blanches qui ne cessent de diminuer année après année. Toujours pour la préfecture de police de Paris, ces jeunes qui utilisent des couteaux, qui viennent à l'école avec des couteaux, sont âgés de 16 ans et 5 mois en 2024. C'était 17 ans, un an plus tôt. On voit que les choses s'accélèrent très rapidement. Alors, parmi les mesures qui ont été proposées, donc à la fois par la municipalité, le rectorat et la préfecture de police, on peut notamment citer la campagne de prévention dans les classes à destination des élèves, avec des rappels très factuels des peines encourues. 15 000 euros d'amende pour le port d'armes, 100 000 euros d'amende si un enfant pénètre dans un établissement scolaire avec une arme, distribution également de flyers et formation des policiers municipaux pour qu'ils puissent également repérer les signaux faibles aux alentours des établissements. Monsieur Miette, ces plans, à ce jour, pour vous, ils ne servent à rien ? C'est un début de réponse, mais somme tout minime. Il est vrai que les ports d'armes ont toujours existé chez les mineurs et autres. Autrefois, ce qui servait à couper un banal bout de bois ou un sandwich sert maintenant d'arme mortelle. La réflexion est aussi plus au niveau de la justice. Je me souviens, il y a quelques années, il y a quelques décennies, quand vous étiez contrôlé par les forces de l'ordre avec un port d'armes, un couteau, c'était très régulièrement une garde à vue. À l'heure actuelle, ce phénomène est tellement banalisé que la répression, il faut peut-être s'interroger sur la répression et la poursuite judiciaire quand des armes blanches sont découvertes également pour réinstaurer des infractions. Elles existent par le code pénal, il faut les appliquer. La difficulté est là. On ne peut pas être derrière chaque élève ou chaque personne pour les surveiller en permanence. Il faut rétablir la peur du port d'armes d'armes blanches pour montrer que c'est véritablement une infraction qui est punie et une répression à ce niveau-là. Donc il faut le faire savoir, il faut de la prévention, mais il faut aussi de la sanction et montrer durement qu'on ne doit plus utiliser des armes à ce type et à ces fins. Et vous aviez une précision à apporter, Alexandra Guillet. Après, on avance, allez-y. Oui, non, c'était pour revenir sur les chiffres de Nivines, effectivement, et pour en ajouter un, ce qui a été donné par Elisabeth Borne, c'était en mars dernier, c'était en réaction également à un précédent drame avec une rixe mortelle dans l'Essonne devant un établissement scolaire, et la ministre de l'Éducation nationale qui avait expliqué qu'il y avait eu plus 15% de signalements d'utilisation d'armes blanches dans un établissement scolaire ou aux abords sur un an. Ça montre le mur face auquel on est confronté, et effectivement ces événements qui sont, alors attention, un cas d'homicide comme ça vient d'arriver, ça reste extrêmement rare, mais la présence d'une arme dans un sac ou aux abords ou dans un établissement, effectivement, est un vrai sujet. Alexandra, il est quasiment 11h45. Emmanuel Macron vient de s'exprimer sur Twitter, le réseau X. Alors qu'elle veillait sur nos enfants à Nogent, dit le président de la République, une assistante d'éducation a perdu la vie, victime d'un déferlement de violence insensée, dit le président. Tous, nous sommes aux côtés de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de l'ensemble de la communauté éducative. La nation est en deuil et le gouvernement mobilisé pour faire reculer le crime. L'agresseur est âgé de 15 ans. La surveillante est décédée à la suite de ses blessures. On revient sur les faits à 11h45 avec vous, Alexandra Guillet. Oui, il était 8h15 ce matin quand des gendarmes effectuaient un contrôle aléatoire des sacs aux abords de l'établissement Dolto, le collège Dolto à Nogent. Et c'est à ce moment-là qu'un des élèves présent dans la file pour présenter son sac, a sorti un couteau et s'en est pris à une assistante d'éducation atteinte à la base du cou et au dos. Cette surveillante, âgée de 31 ans, a été prise en charge très rapidement par les secours dans un état d'urgence absolue, mais on a appris assez rapidement qu'elle était malheureusement décédée des suites de ses blessures. Quant au collégien, dont on ignore pour l'instant les raisons de son passage à l'acte, sachez qu'il a été interpellé immédiatement. Il est actuellement en garde à vue. Les investigations ont été confiées à la section de recherche de la gendarmerie de Reims, et selon nos informations, il est âgé de 15 ans et il serait inconnu des services de police et justice. Merci Alexandra. Donc le président de la République vient de se saisir de cette affaire. Je vous le rappelle, Elisabeth Borne est en route actuellement pour se rendre sur place. Bonjour Bruno Pomar. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Encore une fois,
il faut faire simple dans ces moments-là, je crois. Votre réaction quand vous avez appris ce nouveau drame, dans ces conditions, c'était au moment d'une fouille devant l'établissement, donc déjà dans la volonté de prendre en charge ce type de situation, tenter de les éviter, et le drame est là. Oui, vous savez, ça me surprend même plus. Vous voyez un peu à quel point j'en suis, parce que je travaille beaucoup sur ces sujets-là, moi, avec des équipes de policiers bénévoles sur le travail de prévention, d'éducation à faire, sur tout un tas de sujets, sur les rixes, sur les couteaux, sur tout ce qu'on peut imaginer, sur tous les faits de violence qui ont lieu dans notre société. Et effectivement, je suis désabusé, totalement désabusé. Oui, mais du coup, désabusé au point de penser que le politique, et même par la voix d'Emmanuel Macron, ne peut plus rien ? Non, mais vous n'attendez rien du déplacement d'Elisabeth Borne dans quelques instants sur place, par exemple ? Non, vous savez, il y a un plan éducation nationale sur les couteaux, un grand truc avec plein de consignes, etc. Faire attention, des patrouilles de policiers, filtrer à l'entrée, on l'a vu, et même des militaires qui étaient présents, des gendarmes. Il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place. Je crois qu'il faut s'en référer à la conscience citoyenne, c'est-à-dire que les gens soient de plus en plus observateurs, que les gens viennent au contact. Je vous dis encore une fois, le travail éducatif et de prévention de cette société, qui n'a pas été fait depuis des années, on le paye là actuellement, avec les réseaux sociaux, avec tout un tas de choses. Mais on se rend compte encore une fois que tout ça part encore une fois de problèmes d'éducation, éduquer nos enfants. Parfois je dis même dresser, vous voyez, je vais plus loin pour certains éléments, parce que j'en côtoie depuis tellement d'années. Moi, ça fait 34 ans que je fais ce travail avec beaucoup de bénévoles. Je peux vous assurer, ça devient de plus en plus compliqué. Donc quand on sait qu'il y a 120 attaques au couteau par jour et qu'on a saisi près de 6000 armes blanches, effectivement, il y a du boulot. Donc si on ne fait pas le travail de fond, madame, c'est-à-dire que si on n'anticipe pas tout ça, on est toujours en réaction dans tout, dans le terrorisme, dans tout. On est toujours en réaction, la société française et nos politiques de façon générale. Si on n'arrive pas à revenir aux basiques et à travailler, encore une fois, sur l'éducation, la prise en charge de gamins qui ont de plus en plus de problèmes psychologiques, pas toute la jeunesse, évidemment, heureusement. Là, il y a des centaines de collégiens, de lycéens qui sont dans ce... Il y en a un qui a fait un acte comme ça. Comment le détecter ? Elisabeth Martichoux. Alors, prévenir le crime à 100%, ça ne sera jamais possible. Mais effectivement, là, ce qui me frappe, c'est d'abord la vitesse de réaction quand même du président de la République, qui a perçu à quel point il y avait un degré de saturation de la société française par rapport à ces agressions qui se répètent avec un sentiment d'impuissance terrible et un sentiment d'impunité pour ces jeunes. Je voudrais quand même rappeler que depuis avril dernier, il y a une disposition qui prévoit 500 € d'amende. Voilà, pour celui qui est détenteur d'une arme blanche sur la voie publique. Il est interdit de se balader avec une arme blanche sur la voie publique. Simplement, est-ce qu'il y a eu une campagne, par exemple, d'éducation à l'école, de sensibilisation, rien que ça, qui aurait accompagné la sanction? Posons la question à Anne Genetet, qui est avec nous, qui est députée, qui est ancienne ministre de l'Éducation. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Anne Genetet. Je vais être très directe. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Je vais être très directe. Mais est-ce qu'il y a, et il y a eu, et il y a encore, une impuissance des gouvernements successifs, le vôtre notamment, par lequel vous êtes passé, de l'État, des pouvoirs publics, de la justice, de la sécurité, pour éviter que ces drames ne se reproduisent? Permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour la victime, pour ses proches, pour sa famille, pour la communauté éducative aussi, dans son ensemble, les enseignants, les personnels d'éducation, les assistants d'éducation qui sont terriblement frappés par ce drame effroyable. Évidemment, ça interroge, vous venez de l'évoquer, la violence qui se déploie dans notre société, ce sentiment d'impunité que peuvent avoir un certain nombre de nos jeunes, notamment, puisque là il s'agit d'un mineur de 15 ans, dans un contexte où, précisément, semble-t-il, en tout cas, il était procédé à un contrôle par la gendarmerie des sacs des élèves. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de prévention, d'anticipation de ce type de comportement. On en saura plus lorsque le procureur se sera exprimé sur le détail des faits. Mais je voudrais vraiment souligner que le sujet est extrêmement complexe, il est difficile. S'agissant des enseignants, il faut surtout rappeler, et des personnels éducatifs, au-delà des enseignants, qui sont souvent très seuls et très démunis face à ces comportements d'élèves qui ne font que s'aggraver, il faut le dire, ces derniers temps, que c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'avait été mise en place notamment la protection fonctionnelle. C'est pour ça également qu'a été proposé
Je l'avais proposé que soit mise en place la possibilité pour un établissement scolaire de déposer plainte au nom de l'enseignant ou de son personnel. C'est également pour cela qu'il faut aussi agir le plus possible en amont sur la prévention. C'était tout ce volet qui était contenu dans le projet de justice pénale des mineurs qui doit être promulgué rapidement, j'espère le plus rapidement possible. Oui. C'est aussi tout ce travail que je voulais qu'on mène sur ce que j'avais appelé la sécurité sur le chemin de l'école. C'est aussi ce travail qu'il faut mener pour la santé mentale de nos jeunes, qui était une urgence du Premier ministre Michel Barnier, qu'il faut remettre en selle, bien évidemment. Donc on voit bien là que le sujet est très vaste, qu'il est très large et qu'il faut l'aborder par tous les moyens Justement, possibles. Et on va prendre le temps, on continue de l'aborder, mais plusieurs questions, on avance comme ça. Yael Gauze et ensuite il y a Valérie Nataf qui veut intervenir également. Sur la réaction politique, et en sortant de l'émotion, sur la réaction politique, on a le président qui est un des tout premiers dirigeants à réagir, parlant de nation en deuil, parlant de violence insensée, mais le même président qui, le week-end dernier, interrogé par la presse quotidienne régionale, nous disait qu'il en avait marre du brainwashing sur les derniers faits divers, s'attaquant en cela aux oppositions, droite, extrême droite, qui depuis 10 jours font un concours l'épine de la mesure régalienne la plus ferme. Et donc le président est rattrapé lui-même par cette actualité tragique. C'est du brainwashing, c'est-à-dire faire semblant de s'interroger sur des sujets futiles, ce qui s'est passé là, ou c'est fondamental, c'est vraiment important? Alors, le sujet est absolument fondamental, il est important. On ne peut pas être dans le déni des sujets de sécurité qui sont prégnants dans notre société, pas partout sur le territoire, mais sur des espaces suffisamment nombreux pour s'y atteler. Et il faut pas, on peut pas dire qu'on a été dans le déni, si vous voulez. Moi, je m'élève contre cela. Ni le président de la République, et c'est les gouvernements successifs, avec les mesures qui ont été prises, quand vous augmentez le nombre de policiers, quand vous augmentez le nombre de gendarmes, quand aujourd'hui on se pose la question sur le nombre de fonctionnaires, est-ce qu'il faut supprimer des policiers? Est-ce qu'il faut supprimer des gendarmes? On voit bien que non, ça n'est pas la bonne réponse. Donc les mesures qui ont été prises pour accompagner nos enseignants, je crois vraiment, enfin beaucoup. Là, ce que j'observe vraiment, je veux le répéter, c'est la solitude de nos enseignants, nos personnels éducatifs qui sont très démunis. En quelques années, on avait vu un doublement du nombre de comportements et d'incivilités, de comportements agressifs d'élèves dans nos établissements. Donc oui, on voit bien que là, il y a une difficulté et politiquement, il ne faut pas la nier. Et je ne crois pas que nous l'ayons jamais nié. Quand vous voyez les mesures régaliennes qui ont été proposées par Renaissance avec Gabriel Attal il y a 10 jours, on ne peut pas nier, on ne peut pas dire que nous nions les problèmes de sécurité, certainement pas. Donc je crois que la sécurité est un enjeu du quotidien, il faut pouvoir répondre au quotidien, mais tout ne se fait pas en un jour. Moi j'avais également parlé de la sécurité sur le chemin de l'école, qui doit inclure à la fois les écoles, dans les établissements scolaires, l'environnement de l'établissement avec les collectivités locales, avec la police et la gendarmerie selon les zones. Oui, il faut s'atteler comme des sanctions dans les écoles. Pardonnez-moi, je sais que c'est difficile à distance de s'interrompre, et puis c'est toujours désagréable, bien sûr, mais il y a des questions pour vous sur ce plateau, donc c'est bien aussi de les entendre. Vous allez voir, Bruno Pomar en a une pour vous, regardez. Madame la députée, moi je travaille depuis 36 ans dans ces affaires de prévention avec beaucoup de policiers. J'ai vu l'évolution évidemment sur un nombre d'années considérable. Mais en même temps, quand on voit le gouvernement actuellement, qui à travers deux axes principaux, qui finance d'ailleurs les acteurs associatifs, je pense à l'Agence nationale de cohésion des territoires et au CIPDR, qui est rattaché directement au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, les budgets de ces deux dispositifs sont quasiment cassés en deux. Je le sais parce que mon association est financée par. Donc vous voyez, je ne me fais pas de cadeau. Je vous dis exactement, sur ce travail de prévention de la délinquance, on est en train de couper les budgets. Avec l'ANCT, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus, parce que vous savez que les acteurs associatifs, pour moi, qui suis là-dedans depuis 36 ans dans la police, 36 ans dans l'associatif, je pense que le travail éducatif, c'est-à-dire d'anticipation qu'on doit avoir, est essentiel. Mais malheureusement, on a l'impression que personne ne veut mettre d'argent là-dessus. Alors la réponse de l'ancienne ministre Anne Genetet est avec nous. Allez-y. Mais vous avez absolument raison. On ne peut pas uniquement être dans la sanction, il faut être dans la prévention. La prévention est essentielle. Et quand vous dites que les budgets ont été divisés par deux, moi je ne peux que le regretter. Ça n'est certainement pas la bonne manière d'aborder les enjeux de prévention, évidemment. Donc si les budgets ont été divisés par deux, il faut se poser la question. Vous savez, quand on discute sur un budget, ça a été dit à plusieurs reprises, il faut vraiment à chaque fois, à chaque euro dépensé, se poser la question du pourquoi, à quoi il sert, est-il efficace. Bon ben là, à l'évidence, ce sont des budgets qui peuvent l'être, et les couper, c'est une erreur. Je le dis comme je le pense, c'est une erreur. Merci Anne Genetet, vous restez avec nous si vous le voulez bien. Nous sommes toujours en direct avec Christophe Miette, commandant de police, secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Votre réponse à la ministre de l'Éducation, l'ancienne ministre de l'Éducation?
Donc, je suis d'accord sur certains points qui ont été partagés sur ce plateau, à savoir renforcer la prévention, c'est une chose, sensibiliser les élèves des plus jeunes âge. Maintenant aussi, il faut renforcer la coopération entre les lycées, les familles, la justice pour comprendre quel est ce mot qui ronge notre société, à savoir l'ultraviolence. Mais il faut également sensibiliser sur les dangers des armes blanches. On le fait avec des campagnes de prévention sur l'alcool au volant, sur la vitesse ou sur des fautes de ceinture, par exemple. Il faut aussi renforcer tout ce qui est prévention, améliorer aussi tout ce qui est encadrement et sécurisation aux apports des établissements. C'est un tout qu'il faut développer, qu'il faut réfléchir. Et force est de constater que depuis des années, nous régressons en matière de prévention et de sensibilisation au niveau de cette ultraviolence. Nous avons cette ultraviolence qui est présente dans les établissements, aux abords des établissements, mais pas que, dans les quartiers et dans les villes entières, et ça s'étend sur l'ensemble du territoire. Il serait temps de réagir maintenant, de taper du poing sur la table pour pouvoir avancer tous. La sécurité étant une affaire de tous, il faut réfléchir correctement sur la chose. Merci beaucoup Christophe Miette d'avoir été avec nous. Bruno Pomar, je vous voyais acquiescer à ce que disait ce policier. Oui, c'est intéressant de la part de la bouche d'un policier. Je ne vais pas dire que les policiers n'aiment pas la prévention, mais c'est intéressant ce qu'a dit ce représentant syndical. Moi, encore une fois, si on veut être devant les problématiques que l'on voit sans arrêt, et pas non seulement, surtout en anticipation et pas en réaction, eh bien, il y a un travail encore de fond, mais j'ai l'impression que ce travail de fond, et c'est bête, j'ai parlé d'argent, alors que, évidemment, cette éducatrice est décédée suite à ce fait horrible, mais encore une fois, on a l'impression qu'il n'y a aucun intérêt pour le politique de se mettre à fond sur le travail de prévention, d'éducation, d'aider l'éducation nationale dans le travail qui a à faire dans les établissements. Et il y a un formidable réseau d'acteurs associatifs qui sont intéressants parce que ce sont eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui maillent le terrain. Personne d'autre, pas plus la police que l'éducation nationale, je dirais, qui est en deuxième rideau, je dirais. Mais si on n'aide pas l'éducation nationale, si on n'aide pas la police, même quelque part, dans ce travail éducatif, on ne fera qu'avancer vers le pire, et on le voit avec le nombre, certes minime, mais on le voit encore aujourd'hui, de jeunes qui ont des problèmes psychologiques très très graves. Eh bien voilà le résultat. Si on arrive à anticiper, je suis persuadé qu'on arrivera à réduire, quand on sait qu'il y a 130 attaques au couteau par jour, excusez-moi, c'est pas possible, quoi. Donc il faut faire ce travail de fond.